Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission. Lors de notre précédent, nous avons retracé le parcours militant et les premiers engagements de notre invité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette exploration en nous intéressant à l'homme qu'il est devenu, un responsable patronal qui a occupé des postes stratégiques au niveau national. Rebonsoir, Monsieur Torini. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Merci. Ok. Content de vous revoir. Le plaisir est partagé. Merci. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de vous en tant qu'enseignant, de votre parcours. Et avant de parler de votre responsabilité au niveau du patronat, nous allons parler de votre livre que vous avez écrit, Enquête du progrès social, combat d'un militant. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce roman-là? Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Bon, d'abord, c'est un devoir de mémoire. Je pense qu'il s'agit pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons occupé quelquefois des postes de responsabilité, lorsque nous avons été des acteurs relativement importants à un moment donné, il est bon aussi, lorsque le moment apaisé arrive, de parler, d'expliquer, de tirer des leçons pour soi-même, pour son entourage et peut-être pour les générations futures. C'est comme ça, ceux qui prendront le temps de le lire et qui peuvent tirer des leçons, en tirant des leçons, mais ça les évitera aussi de faire des erreurs. Et en ce moment, on économisera la répétition. On va aller plus loin. Donc c'est ça un peu, ça qui m'a amené à écrire. Et puis bon, c'est aussi des pulsions qu'on a. Hein. On a envie toujours. Il y en a qui aiment écrire. Moi, j'aime bien écrire, même si je ne suis pas un littéraire. Je suis professeur de mathématiques et de sciences physiques. J'ai toujours admiré ceux qui écrivent. J'aime lire, j'ai toujours voulu lire. Donc, quand mon temps aussi arrivé, j'estimais qu'il fallait que j'écrive. Donc, j'ai déjà sorti le premier livre. Le deuxième livre est en édition avec ses produits. Je crois qu'il m'a dit que ça va sortir incessamment. Et de quoi parle ce livre qui va bientôt paraître? Le premier livre, c'était ça. Le deuxième, le titre c'est Nos histoires d'école. Parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je suis dans les écoles. J'ai vécu beaucoup de situations. Il y a beaucoup d'événements que j'ai également vécu, qui ont traversé le cours de notre vie. Je pense qu'il est bon de laisser des traces aussi. C'est vrai que certains de ces événements ne sont pas croustillants, sont quelquefois compliqués, mais les sociétés qui avancent, à mon avis, sont des sociétés qui laissent des repères. Donc, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive et que je laisse ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu dans l'enseignement, à travers quelquefois des histoires drôles, quelquefois des histoires dramatiques, peut-être des histoires qui ne se répéteront pas. Mais en tout cas, je pense qu'il peut permettre de tirer des leçons. Et parlant de l'enseignement, est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous? Je vais parler de mon arrivée à Diapara. Au sujet de Diapara, donc je suis arrivé à Diapara en 1981. J'ai été nommé directeur du CEG en 83, quelque temps avant mon départ pour Abidjan. Et il me revenait à moi de préparer la rentrée, parce que le directeur qui allait venir me remplacer allait être là tout juste à la rentrée. Donc il n'aurait pas le temps d'organiser si celui qui est en train de partir n'organise pas. Et parmi ce que je devrais organiser, il y avait notamment le recrutement des élèves en complément d'effectifs. Alors, comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est l'ancien communiste qui a des règles dans sa tête. Donc, tout doit être réglementé.
Il n'y a pas de hasard qui puisse se faire. Donc, j'ai sorti un texte qui réglementait les recrutements d'élèves en complément d'effectifs. En complément d'effectifs. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais nos effectifs, mais on devait recruter en complément d'effectifs. Donc, j'ai mis des règles. Voilà, pour être admis, pour qu'on puisse te recruter en 6e, voilà les conditions pour qu'on ainsi de suite. Et puis, j'ai appuyé ça. Maintenant, un matin, un vieux, que je respectais beaucoup, s'est présenté pour me dire « Ah, Tongrini, j'ai mon fils là, qui n'a pas eu l'entrée en 6e, je veux que tu le reprennes en classe de 6e. » Ça ne correspond pas aux règles que moi j'avais dictées. Je dis « Ah là là, c'est quelqu'un de vieux que j'aimais bien. Est-ce que je vais modifier ma règle ?» Pour moi, c'était compliqué de modifier ma règle. J'avais mis une règle en place, je n'avais pas envie de modifier la règle. Mais est-ce que je peux refuser à ce vieux une place en classe de 6e? Ça aussi, je ne pouvais pas. Régler ça, c'est pas facile, ça. Alors là, bon, ça semble quelque chose de simple, hein, mais moi, ça m'a traumatisé. Je suis allé voir un autre vieux, un autre ancien qui était rejeté. Je suis en train de voir, je dis, bon, écoute, papa, je venais te voir parce que j'ai quand même des préoccupations. Tel vieux-là est venu me voir pour demander la classe à 6e. Alors que moi, j'ai tout réglementé. Comment je fais? Il m'a dit, non, Tongrini, écoute, il faut t'en tenir aux règles. Laisse-moi, moi-même, je vais lui en parler. Comme ça, on va régler ça ensemble. Je suis ressorti donc de ce deuxième vieux ragaillardi en me disant, ouf, finalement, on va trouver une solution. Mais c'est vrai que je devais quitter Diapaka avant la rentrée. Je vous dis, ça m'a traumatisé pendant des mois. Je n'ai pas pu satisfaire un vieux qui m'avait beaucoup respecté, qui avait beaucoup de considération pour moi. J'ai privilégié les règles par rapport à... Voilà. Et de l'enseignement, vous avez été vice-président du Conseil national du patronat burkinabé. Oui. Comment s'est fait cette transition? Alors, comment ça s'est passé? Il faut dire que lorsque j'ai ouvert mon école, le cours privé Marie Curie, en 1994, il y avait ce qu'on a le syndicat des fondateurs était déjà là. Il y avait déjà un syndicat des fondateurs. On appelait Sinepel. Alors, quelque temps après l'ouverture de Marie Curie, les responsables de ce syndicat, qui étaient tous des anciens, voulaient organiser un congrès de renouvellement des instances. Ils sont venus me voir pour me dire de tout faire pour y être et qu'ils souhaitaient que j'assume des postes de responsabilité dans le bureau. Donc j'ai accepté. Donc c'est quand nous sommes arrivés au congrès que j'ai compris que j'étais nommé, que j'allais être élu, qu'il allait me proposer comme vice-président. Donc la présidence étant une autre personne, une dame en l'occurrence. Donc j'ai été élu. Et par la suite, la dame a eu quelques difficultés avec les autorités et a démissionné. Donc j'ai été appelé à prendre la présidence par intérim. Puis après, on a organisé un congrès et j'ai été élu président du CINEPEL et à l'occasion, on a transformé ça en Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, UNEPEL. Donc c'est comme ça que je suis devenu président de l'UNEPEL. Vous savez, le patronat que l'on connaît aujourd'hui regroupe en réalité des groupements professionnels, c'est-à-dire les syndicats, les fondateurs, les industriels,
Et tous les groupes là qui sont des patrons, qui sont des entrepreneurs, donc se sont regroupés pour construire le Conseil national du patrimoine, CNPP. Okay. Alors, au prochain congrès du CNPP, j'ai été en ce moment élu au temps du président Nkrumah Brahma. J'ai été le vice-président du Conseil national du patronat. Voilà, lors d'un des congrès, j'ai été élu comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ça fait des années que je suis responsable au sein du Conseil national du patronat burkinabé. Et lors de ces dernières élections qui ont lieu il y a 2 ou 3 ans, le président Nassa a été élu président et m'a proposé un poste de vice-président chargé toujours du dialogue social. Et j'ai été élu vice-président donc, dans le bureau de Nassa. Donc ça fait près de 10-15 ans que je suis toujours je suis responsable du patronat. Et que faut-il pour être le patron? Non, pour être le patron, on va dire, mais il faut avoir l'argent. Non, c'est vrai. Mais surtout, il y a beaucoup de choses. Parce que comme c'est notre société, chaque groupe de société a ses préoccupations. Donc le patronat est chargé de discuter avec le gouvernement et avec toutes les autorités pour qu'il y ait de meilleures conditions qui soient offertes aux structures industrielles, aux structures commerciales, ainsi de suite. Parce que nous sommes dans un monde socio-capitaliste. Ça signifie que c'est les entreprises là qui doivent pouvoir évoluer et créer de la richesse pour que le pays avance. Donc, ils ont besoin d'un environnement donné. Et ceux qui sont capables de discuter avec le gouvernement pour créer cet environnement, c'est la structure patronale que ces entreprises-là ont mis en place. Et quelle était justement, votre mission à ce poste-là? Moi, alors, donc, à côté de cette mission de sauvegarde ou de bonnes conditions pour les entreprises, il y a aussi à côté nos salariés, nos travailleurs, avec qui nous devions discuter. Donc, moi, en tant que vice-président chargé du dialogue social, donc le dialogue social, c'est le dialogue qui existe entre les entrepreneurs et les patrons, et puis les travailleurs regroupés au sein de leurs syndicats, les syndicats de ceci, les syndicats de cela. Alors donc, mon rôle en tant que vice-président chargé, c'est de faire partie d'un animateur du dialogue avec les travailleurs, les syndicats des travailleurs. Donc on se retrouve, on a des structures de dialogue que nous avons mis, que le gouvernement a mis en place. On se retrouve par exemple dans la commission mixte de négociation salariale du secteur privé. On se retrouve au niveau d'autres structures comme ça pour discuter. Voilà un peu mon rôle, c'est de faire de telle sorte que la relation entre le monde des travailleurs et le monde des patrons soit une relation apaisée et qu'on puisse se comprendre pour faire de telle sorte que les entreprises puissent prospérer pour le bien de tout le monde. Voilà. Et M. Torini, certains estiment que passer du militantisme révolutionnaire au patronat est une contradiction. Non, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, et la société, c'est une société. On a des idées. Les idées ne sont pas figées. Et non seulement chacun d'entre nous a une évolution de sa façon de percevoir les choses, la façon de s'organiser ou la meilleure façon donc de contribuer à développer une entreprise ou la société. Donc c'est des idées. Et quand tu regardes au cours du temps, il n'y a pas seulement une seule idée qui est restée figée depuis des siècles. Donc, moi, je suis un ancien révolutionnaire. Je dis bien un ancien révolutionnaire. Parce que, à un moment donné, j'étais communiste. Mais personne aujourd'hui ne va dire qu'il est communiste encore. C'est pas vrai. Parce que le communisme, c'est comme quelque chose qui a fait son temps. Donc c'est normal qu'on puisse dire que Tourigny n'est plus un communiste. Il était communiste avant, mais le communisme aujourd'hui, il n'y a plus de pays communistes dans le monde. Quand nous on commençait, il y avait l'Union soviétique qui était un pays, l'Union des républiques socialistes soviétiques qui était un pays communiste. Après, il y avait la Chine. Donc, il y avait beaucoup de pays qui étaient là, beaucoup de choses. L'évolution du monde a fait que
le communisme là n'est plus, disons, la vision qui déterminait, qui allait pouvoir sauver l'humanité ou en tout cas faire de telle sorte que le monde soit meilleur. Je me fais comprendre. Oui. Donc c'est normal. Donc nous, à un moment donné, après analyse, on s'est rendu compte qu'il fallait changer de vision. Donc on a changé la vision. Les pays qui étaient communistes sont devenus, ils se disent socialistes, puis après, ainsi de suite. Donc, on peut pas dire à tout là, mais pourquoi tu n'es plus communiste? Il n'y a plus de structure communiste. C'est pas vrai. C'est ça. Il n'y en a plus. Donc, où est-ce que je vais aller militer? Et justement, également, dans votre livre, vous parlez de l'évolution de la pensée avec le temps. Non, l'évolution, je ne sais pas si l'évolution, non, c'est de manière générale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde est changeant. Hein. Il n'y a pas une structure qui soit figée. Il n'y a pas une pensée qui soit figée. Il n'y a pas de principes. Aujourd'hui, il y a des principes qui durent pendant un certain temps, mais ça peut aussi évoluer. Donc, je pense que quand on regarde le monde tel qu'il a évolué depuis les derniers siècles, je l'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, on ne parlait que de révolution communiste. On ne voulait que construire une société communiste. Mais aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, je cherche à construire une société, on va vous rire au nez. C'est vrai ou c'est faux? Non, ça ne correspond à chose. Donc, et nous avons été exclus de l'université pour avoir lutté de manière frontale, pour devenir ceci. Mais aujourd'hui, on te demandera de faire plutôt un dialogue beaucoup plus constructif, de vous retrouver ensemble pour discuter. Mais avant, il y avait une violence qui était même prônée, parce que la révolution dont on parle, c'était une révolution violente. Ce n'est pas une révolution qui était pacifique, ça n'existait pas. Donc, on peut pas, donc, si vous voulez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un révolutionnaire violent qui va prendre. Non, ça n'existe plus. Donc, je pense que le monde a évolué dans le temps et nous aussi, on a évolué avec le temps. D'accord. Et comment doit évoluer un leader burkinabé aujourd'hui? Non, c'est difficile pour moi de le dire. Mais je pense que. Mais vous êtes leader également, donc. Donc, c'est-à-dire que les leaders là, c'est-à-dire qu'il y a l'idéologie. Ok. Et il y a la réalité du terrain. Parce que il y a ce qui est le fait le plus important aujourd'hui, c'est le dialogue. Dont on parle, le dialogue social, le dialogue avec les autorités, le dialogue avec toutes les communautés. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui qui fait partie de la promotion fondamentale. Bien sûr, un dialogue constructif. Quelles que soient vos idées, il faut trouver un interlocuteur avec qui vous allez discuter. Parce que autant vous avez vos idées, autant votre vis-à-vis aussi a ses idées. Maintenant, comment trouver un terrain commun, un terrain d'entente, toutes vos idées qui, au départ, ne sont pas forcément des idées communes. Voilà un peu ce qui va se passer. Ok, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Marie Curie, on voit M. Toroyini. Lorsqu'on parle de Esuplex, on voit M. Toroyini. Lorsqu'on parle de vice-président du patronat, on voit M. Toroyini. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? Non, bon, quand je dis j'atteins, c'est-à-dire qu'au départ, je ne pouvais pas fixer tous ces objectifs. Je ne savais pas où je partais. Moi, je cherchais de meilleures conditions de vie. Je cherchais à être aussi un acteur important dans le processus de développement du Burkina Faso, en construisant des écoles, en faisant de telle sorte que les élèves qui sont dans ces écoles-là reçoivent une très bonne formation, ainsi de suite. Bon, donc, on ne peut pas, je ne sais pas comment ça peut évoluer tout ceci, mais dans tous les cas, notre objectif à nous, c'est de nous en tenir à nos ambitions. C'est être performant dans ce que nous voulons faire. Le Burkina Faso aujourd'hui, l'une des clés de son développement, c'est avoir des cadres très bien formés. Des cadres formés qui sont attachés à leur pays, qui pensent pays et qui sont capables donc de proposer des solutions. Et nous, en tant qu'enseignants, c'est notre rôle. Si nous nous réjouissons dans la formation de nos cadres, si nous laissons entrer de n'importe quoi dans nos écoles, le pays ne s'en sortira jamais. Monsieur Toroyini, et avec un recul, est-ce qu'il y a un choix que vous regrettez aujourd'hui?
Est-ce que je regrette Non, je pense qu'il n'y a pas à regretter quoi que ce soit. Non, il n'y a pas à regretter. C'est vrai que dans notre vie, il y a des moments où on n'a pas été totalement bien compris. C'est ce qui est regrettable, quoi. C'est pas le choix que nous avons fait qui était mauvais, mais c'est le fait que certains des acteurs n'aient pas bien compris ou bien que le moment n'était pas arrivé. Sinon, moi, je ne pense pas avoir fait quelque chose qui ne soit pas bon. Que ce soit les grèves que nous avons menées. Une grève n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est simplement pour attirer l'attention des uns et des autres, parce que c'est aussi des sacrifices. Hein. Et quels sont selon vous les piliers essentiels pour construire un Burkina Faso socialement stable et économiquement solide? Quels sont les piliers? Oui. Ça, c'est un gros dossier politique. Non, moi, nous sommes des acteurs économiques, hein, des acteurs sociaux. Nous ne sommes plus dans la réflexion sur la meilleure façon de construire le Burkina Faso. Il y a certainement d'autres personnes plus politiques qui pensent de manière permanente quelle est la structuration qu'il faut, quelle est l'organisation qu'il faut, quelle est la vision qu'il faut. Moi, je ne réfléchis pas beaucoup à ces questions-là, parce que je suis plutôt dans un enseignement, dans un cercle restreint, pour pouvoir construire ce qu'on peut faire, pour pouvoir réussir notre mission. Voilà. Et quand vous regardez votre parcours, quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Après avoir été exclu de l'université de Ouagadougou, après avoir été emprisonné dans mon corps pendant des mois, après être parti en exil pour pouvoir s'inscrire dans une autre université parce qu'on n'avait pas la possibilité de continuer nos cours ici. Après avoir lutté pour être capable d'ouvrir la première école, ce n'était pas toujours. Je pense que j'ai eu à traverser des moments difficiles. Mais ce qu'il y a, c'est de rester toujours solide. D'avoir foi en soi-même, en se disant, il n'y a rien qui ne puisse pas évoluer. Le monde est fait d'évolution. Hein. Le monde, les humains, c'est tout. Donc, une situation qui n'est pas très bonne peut se transformer en une situation bonne. Donc, j'avais beaucoup de conviction, beaucoup de ténacité en me disant que il ne faut pas franchir, ça peut changer. Voilà, à peu près quoi. Et que souhaitez-vous que l'histoire retienne de vous? Non, nous, on est des petits. Nous sommes des petits. Nous sommes dans notre milieu, nous sommes les petits. On a, quoi qu'on dise, hein, donc les gens de mon entourage vont se souvenir de moi. Vont dire, ah, il a créé Marie Curie, il a créé Excel 2000. Il tenait bon à la qualité de l'enseignement. Si on me dit que c'est quelqu'un qui tenait bon, qui voulait un enseignement de qualité, ça me ferait plaisir là où je serais. Parce que c'était ça. Former des gens et mettre en place un système d'enseignement dans mon école avec tout ce qu'il y a comme rigueur, comme ténacité, pour former des citoyens de demain. Si j'ai réussi à ça, je pense que je serai très content. Pour terminer, M. Torini, que représente la famille pour vous? Si on n'a pas... C'est vrai que moi, quand je regarde ceci, l'apaisement là, ça vient de la famille. Un climat apaisé, on peut la gagner dans la famille. Alors donc, si vous n'avez pas une famille où le climat est apaisé, une famille où les gens sont confiants en eux-mêmes, se disent, je suis dans un endroit où je me sens protégé, je suis à l'aise, où je peux entreprendre en étant sûr d'avoir les soutiens nécessaires. Je suis un année où les gens qui te sont attachés, dont les enfants sont capables de se faire des projets. Mais en fait, il n'y a rien de tel. La famille là, on aura réussi sa famille parce qu'on a créé, on a pu permettre à des enfants, à des gens qui sont venus avec vous, n'est-ce pas, d'avoir de l'espoir.
et d'être capable d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et c'est ainsi que nous mettons fin à notre émission. Merci bien, Balo. Merci bien d'être venu. C'est vrai que je ne suis pas un habitué des médias. Je ne ne certainement pas beaucoup comme ça. Peut-être pas aussi longtemps. Mais je remercie à votre radio d'être venu ici ce matin. Je remercie aussi mon ami André Géniboulou. Voilà, donc je suis content. Merci bien. Ok. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec Monsieur Aruna Toroyini. Il a été enseignant, professeur d'établissement, fondateur d'établissement. Il a été également le vice-président du patronat. Avec lui, nous avons échangé sur son parcours et il nous a également prodigué beaucoup de conseils. Merci, nous disons merci à Monsieur Toroyini et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Fadima TV, les racines de l'actualité.